Excellente soirée à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. La République démocratique du Congo fait face à la crise humanitaire la plus sombre de son histoire. C'est jeudi, le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a tenu une conférence de presse où il a fait un plaidoyer auprès des bailleurs des fonds et partenaires pour répondre aux besoins humanitaires auxquels le pays fait face. Reportage Sylvie Fortuné Mboula et Mathieu Kadipofi. Les chiffres sont frappants, les besoins sont énormes et les défis humanitaires sont assez importants. Avec 3,7 millions de personnes déplacées, Ren Paulsen, chef du bureau OCHA en RDC, a révélé à la presse que la République démocratique du Congo est actuellement le pays africain le plus affecté par le déplacement en interne. Cette augmentation est liée à la crise dans le Kasaï, où plus d'1 million de personnes a quitté leur habitation. La crise actuelle dans la région du Kasaï nécessite une réponse d'urgence pour sauver des vies. Voilà pourquoi la communauté humanitaire vient d'élaborer un plan de réponse d'urgence d'un montant de 64,5 millions de dollars américains. La situation est terrible, pire que ce que nous avons projeté lors du lancement du plan d'action humanitaire 2017, a affirmé Ren Paulsen. Dans le Kasaï, les femmes constituent 52% de personnes déplacées. Aussi, la RDC est toujours en proie à des maladies épidémiques, à savoir la fièvre jaune, le choléra, la rougeole, la résurgence de la fièvre hémorragique Ebola dans la province du Bas-Ouélé. La communauté humanitaire est déterminée à réduire l'impact des épidémies et la mortalité à travers la prise en charge intégrée des personnes dans les besoins. Elle compte mobiliser plus de 65 millions de dollars américains pour répondre aux épidémies dont la rougeole et le choléra. Face à ces tableaux sombres, le chef des bureaux OCHA s'est rendu en mission en Europe du 8 au 12 mai 2017 où il a rencontré divers bailleurs de fonds et partenaires afin de mobiliser des financements pour répondre aux nombreux besoins humanitaires en RDC. Ren Paulsen a affirmé que la volonté y est. Il faut donc unir les efforts, acteurs humanitaires, bailleurs de fonds, gouvernements et les personnes de bonne volonté pour sauver des vies humaines. La sécurité du Grand Kasaï risque de plonger les provinces dans un risque de malnutrition aiguë. Au moins 400 000 enfants courent le risque de connaître ce problème si on y prend garde, a déclaré la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique occidentale et centrale. Reportage Nadia Koulefou Kamalala. Les phénomènes Kamwina Sampou a emporté avec lui plusieurs préoccupations qui perturbent la vie jusqu'à aujourd'hui. Dans l'espace Grand Kasaï, fragmenté en 5 provinces, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et les Sankourou. En effet, aujourd'hui, cette partie centrale de la RDC a vu son programme de santé totalement désarticulé. Du coup, la malnutrition s'est accrue dans la région et les enfants déjà vulnérables en payent le frais. Selon l'UNICEF qui possède ses antennes dans ce coin de la RDC, de nombreuses infrastructures sanitaires ne sont plus opérationnelles à cause de ces conflits. Un cas parmi 5. Au Kasaï central, plus d'un tiers des centres de santé ne sont plus fonctionnels à la suite de pillages occasionnés par la série des tueries perpétrées par cette milice. Même si la volonté de travailler y est, mais ces structures médicales manquent terriblement toutes les fournitures médicales, ainsi privant à tous l'essentiel pour rendre service aux populations avec des enfants en priorité. Dans l'ensemble de ces provinces du Kasaï, ces enfants congolais font face à présent à une crise sérieuse. D'après la directrice de l'UNICEF, pour l'Afrique occidentale et centrale, l'accès à l'eau potable, la nourriture est depuis quelques mois très aléatoire. La vie des centaines de milliers d'enfants est soumise à une rude épreuve. L'insécurité a détruit toutes les possibilités d'aller au champ. La malnutrition est visible. Sur place, au Grand Kasaï, 8 zones de santé ont été mises en alerte nutritionnelle depuis que les conflits meurtriers ont envahi ce coin de la RDC avec un nombre hallucinant de victimes. Le gouverneur du Kasaï, Marc Manianga, a fait le déplacement de l'Angola à Lunda Norte pour rendre visite aux Congolais réfugiés internés à l'hôpital David Bernardino. Objectif, apporter un message de soutien à ses compatriotes. Une fois de plus, Nadia Koulefou Kamalala.
En visite officielle d'un jour sur les sols angolais, le gouverneur de province du Kasaï, Marc Manyanga, s'est montré très préoccupé par la situation sanitaire des Congolais vivant dans le camp des réfugiés à Lunda Norte en Angola. Dès son arrivée à la frontière, Marc Manyanga a été reçu par la vice-gouverneure de cette province en Angola voisin, où un accueil chaleureux lui a été réservé. Ensuite, il a échangé avec son collègue gouverneur de Lunda Norte sur la situation des Congolais sur place. Première étape de sa visite, l'hôpital David Bernardino, dans le pavillon de blessés victimes de actes d'atrocité de la milice Kamwina Ntsapu. Ici, les témoignages de victimes sont touchants, à l'exemple de ces garçons de 6 ans brûlés vifs et sa mère coupée d'un bras. Après cette tournée d'hôpital, le gouverneur du Kasaï, Marc Manyanga, s'est livré à la presse pour expliciter les pourquoi de son déplacement. Je pense que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui est arrivé ici au nom du chef de l'État, avait déjà montré cette gratitude. Et encore une fois, nos frères de l'Angola ont montré que nous, les Africains, nous n'avons pas besoin des leçons par rapport au service à rendre, des leçons qui peuvent venir d'outre-Atlantique. Il faut toujours visiter des personnes qui sont en temps de détresse. Il faut les laisser parler, s'exprimer, parce que c'est en cela qu'ils peuvent recouvrir la paix intérieure. Ces derniers a promis la réouverture de la frontière de Kamako d'ici là. L'attentat meurtrier est survenu le mardi dernier à Manchester préoccupe au plus haut niveau la République démocratique du Congo. Son ministre d'État chargé des relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, est allé mercredi 24 mai à l'ambassade britannique signer le livre de condoléances. Une façon d'exprimer la solidarité de Kinshasa au peuple britannique. Sylvain Kapombo-Bosengele pour le reportage. 72 heures après l'attentat meurtrier qui a endeuillé Manchester en Grande-Bretagne et par extension la communauté internationale n'a pas laissé indifférent Kinshasa. L'ambassadeur britannique a ouvert ses portes au ministre d'État congolais en charge des relations avec les parlements pour exprimer sa solidarité avec le peuple de la Grande-Bretagne qui a perdu 22 jeunes gens en plus des 59 blessés. Nous avons compris qu'entre les deux peuples, le peuple britannique et nous, c'est solidarité qu'on reconnaît les meilleurs frais pendant le période de difficile. Ce qui vous est arrivé, nous sommes très touchés. Raison pour laquelle nous sommes venus en tant que ministre d'État des Relations avec le Parlement, membre du gouvernement, pour venir nous témoigner notre solidarité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus on serait touché par votre présence ici. Manchester, une ville qui rayonne, entre autres pour son équipe de football Manchester United, a daigné exprimer sa détermination à rester positive pour les restes. Il s'est tenu ce jeudi 25 mai au centre Bétali dans la commune de la Gombe, l'atelier de finalisation du plan de communication au projet participe à Congo. Il était question pour l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale de faire la restitution de son enquête menée auprès des deux ministères sectoriels de l'énergie et ressources hydrauliques et celui des transports et voies de communication de 2015 à 2016. Une fois de plus, c'est là qu'après nous nous pour le reportage. Cette rencontre est une restitution de l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale, OLCAC, à la population congolaise à travers les autres sociétés civiles. Cette organisation membre de la société civile avait reçu mission du gouvernement, celui de mener une enquête dans son domaine auprès des deux ministères sectoriels, à savoir l'énergie et ressources hydrauliques et celui des transports et voies de communication. L'objectif poursuivi est d'élaborer un plan de communication qui définit les messages et stratégies de mise en œuvre sur l'ensemble du pays, dont les soucis de toucher toutes les catégories sociales. Notre rôle en allant, c'est de nous rassurer que tout ce travail-là, les résultats qui devaient être atteints sont atteints. Et en ce moment-là, il n'y a plus de magouille à faire. S'il y a magouille, cela va se faire vivre dans la population. Parce que tout ce que nous faisons, nous recherchons l'impact de l'action gouvernementale dans la vie du citoyen congolais. Nous avons analysé les activités au niveau de deux ministères. Et au niveau des résultats que les ministères se sont donnés, et nous avons trouvé que les résultats
ne tiennent pas compte des besoins réels de la population. Nous sommes en atelier pour planifier maintenant un plan de communication qui nous permet d'entrer en contact avec le gouvernement et la population pour que nous puissions faire un suivi de tout ce qui se fait au niveau de ces deux ministères. A noter que l'OLCAC et les 8 autres sociétés civiles vont organiser une journée de finalisation de ces plans de communication pour permettre aux participants de s'en approprier en vue de son utilisation dans la suite du projet. Un petit tour en province pour vous signaler que les Kwilu saigné à blanc de ses ressources financières, une motion de défiance initiée par l'honorable Mopépé contre le gouverneur est déjà déposée au bureau et la plénière est programmée pour ce vendredi. Le gouverneur Kinyoka est accusé de mégestion. Le détail de tous ces faits dans ce duplex de notre correspondant à Bandundu, ville à Roli-Mukiaka. Dans les Kwilu, les nouvelles politiques ne sont pas encourageantes. En effet, pendant que la réunion du Conseil de sécurité du lundi dernier s'est déroulée, le gouverneur et son vice se sont empoignés et ont failli en venir aux mains. Le vice-gouverneur reprocha au gouverneur la mégestion flagrante et détournement au bénéfice de ceux qui l'ont envoyé. Pour preuve, les taxes perçues à Massamouna sont gérées par son neveu et n'arrivent même pas dans les trésors de la province. Voilà qui prouve visiblement que le Kwilu est saigné à blanc par Godel Kinyoka, un gouverneur au service de ses parrains qui avait écarté le commissaire spécial à son profit. C'est donc une mort programmée de cette province qui est observée devant le leader provinciaux impuissant si l'on y prend garde. Il essaie de souligner que, depuis son élection, il a brillé par une mégestion au point d'être lâché par son propre parti, les Palos. Son enrichissement personnel a pris la tangente au même moment où la misère de la population s'est honteusement accrue. La société civile a été la première à décrier le pillage des ressources par le chef de l'exécutif provincial. Elle a par une pétition réclamé son départ. La société civile a épinglé l'utilisation inadéquate des ressources financières de la DGREC. Le peu qui entre sont gérés de façon cavalière et folklorique au non-respect des filières normales définies par la loi en la matière. Celle-ci continue à s'interroger sur les 51 millions laissés par le commissaire spécial. Où sont-ils passés? C'est le Godel Kinyoka en sait la réponse. La société civile estime que le gouverneur est loin de concrétiser le rêve de la population. Dans ces contextes, ne soyons donc pas surpris de constater qu'une motion de défiance soit déposée contre un homme d'une arrogance sans merci. Initiée par l'honorable Mopépé, cette motion vise à mettre fin au règne de Kinyoka, dont le cachet le plus ultime est le détournement au profit de ses parrains politiques. Sauf imprévu, les concernés devra répondre à la plénière de ce vendredi. La CENI va commencer l'enrôlement à Kinshasa à partir de ce dimanche 28 mai 2017. La centrale électorale envisage enrôler au moins 4 millions d'électeurs dans la capitale. Mais comment s'y prendre? Réponse avec Eric Isani. La CENI entrevoit faire enrôler 42 à 45 millions de Congolais en âge de voter au pays, comme dans la diaspora. La centrale électorale a déjà franchi les 23 millions d'enrôlés et la mégapole Kinshasa va pourvoir au moins 4 millions d'électeurs dans ces chiffres projetés. La CENI est à un pas pour lancer à Kinshasa cette vaste opération de création d'un nouveau fichier électoral capable de contenir toutes les différentes catégories sans omettre notamment le jeune majeur autrefois omis. Une question. Que faut-il avoir pour s'offrir une nouvelle carte d'électeur, ainsi respectant la nouvelle configuration administrative de la RDC avec 25 provinces plus la capitale Kinshasa? Il faut se servir chacun de son ancienne carte de la CENI utilisée lors des élections de novembre 2011. L'on peut aussi brandir au moment venu son passeport en cours de validité, soit exhiber son permis de conduire. Pour ceux qui en ont encore, présenter l'ancienne carte d'identité en accordéon de couleur verte des années Mobutu pour s'offrir une nouvelle carte d'électeur. Ou finalement, si l'on se sait congolais de souche, se présenter au moment venu avec 5 autres compatriotes ayant l'un des documents énumérés si haut pour s'offrir une nouvelle carte d'électeur. La CENI avait accepté de travailler d'arrache-pied pour offrir aux Congolais un nouveau fichier électoral acceptable par tous le 31 juillet 2017.
Avec le défi devant elle, la CENI, outre Kinshasa et la diaspora, s'active à obtenir auprès du gouvernement, mieux l'ensemble du pouvoir exécutif congolais, des garanties de paix pour notamment lancer l'opération d'enrôlement dans l'espace kassaïen secoué par le déplorable phénomène Kamwina Sampou. Néanmoins, la centrale électorale travaille nuit et jour pour réussir le pari de recréer un nouveau fichier électoral. Occasion d'exhorter les Congolais à inscrire le nouveau-né à l'état civil, car lorsque le fichier de l'état civil est bien tenu à jour, l'État n'aura point de problème et la CENI non plus. La RDC dispose d'une matrice de comptabilité sociale pour son plan national stratégique de développement élaboré par l'Institut national des statistiques grâce à l'appui technique et financier du PNUD. Ce document a été présenté et lancé officiellement ce jeudi à Béatrice Hôtel. C'est plutôt ce reportage de Pédon Naziami, Myriam Ibali et Ibn Sangilaya. Le plan national stratégique de développement 2050 ambitionne de porter la RDC au rang des pays à revenus intermédiaires en 2021, des pays émergents en 2030 et des pays développés en 2050. Pour y parvenir, il est nécessaire d'utiliser des outils qui permettent d'orienter les choix des décisions publiques et les allocations budgétaires vers les domaines les plus appropriés. La matrice de comptabilité sociale 2013 de la RDC est l'un de ces outils. Cette matrice servira de base de données pour les modèles d'analyse des impacts des politiques économiques et des répercussions directes et indirectes des dépenses publiques. C'est un outil qui permet de présenter les comptes du système de comptabilité nationale sous une forme matricielle et qui développe les interrelations entre les tableaux des ressources et des emplois et les comptes des secteurs institutionnels. Au-delà de la présentation du rapport de construction de cette matrice au gouvernement, l'objectif du lancement était aussi de mobiliser et d'accroître l'engagement de ces derniers ainsi que des partenaires au développement à poursuivre la production régulière de ces documents élaborés selon le SCN 93. Son importance est qu'elle permet de restructurer les statistiques du secteur réel et de s'assurer de leur cohérence globale. Une importance que le ministre d'État et ministre du Plan a reconnue, promettant l'appui du gouvernement. Pour le gouvernement de la République, rien ne peut remplacer l'information statistique pour la formulation, l'orientation, le suivi et l'évaluation des politiques publiques et la prise de bonnes décisions. L'information statistique a un coût et souvent l'apport du gouvernement ne suffit pas. L'appui tant financier que technique de nos partenaires sera toujours apprécié. La matrice de comptabilité sociale de la RDC est mise à la disposition des différentes catégories d'utilisateurs nationaux et internationaux, notamment les professeurs d'université, les agents de l'administration publique, les analystes stratégiques des politiques économiques, les ONG et les partis politiques. La première édition de la formation du certificat interuniversitaire d'échographie obstétricale et gynécologique s'est clôturée dernièrement à l'hôpital général de Kinshasa. Cette formation, qui est l'initiative du Centre international pour la promotion de l'Afrique, CIPA en sigle, dispensée par les médecins belges de l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles, a été très bénéfique pour le renforcement des capacités des médecins et infirmiers congolais. Reportage Natacha Bobongo et Joseph Belébélé. Tout est bien qui finit bien. C'est le cas de le dire avec la formation du certificat interuniversitaire d'échographie obstétricale et gynécologique qui a été au cœur des échanges entre les médecins, infirmiers congolais et belges. Dispensé par le professeur Pierre Bernard, initiateur du projet, et le docteur Xavier Capel, ce certificat est initié par le Centre international pour la promotion de l'Afrique que dirige le professeur Pierre Omba. Nous, on a insisté sur le côté théorique parce que je pense qu'on ne peut pas être bon pratiquement si on n'a pas la théorie. Donc pour nous, c'est un passage obligatoire. Et alors, le 4e jour, nous avons été à la maternité de Binza où nous avons fait des échographies de manière très pratique avec des vrais patients, des vrais bébés, des vrais fœtus. Et donc là, on a pu vraiment prendre le temps
que les étudiants puissent faire des échographies et on était là en leur tenant la main s'il fallait. Dans son intervention, le docteur Xavier Capel a relevé l'objectif et l'importance d'une telle formation. Donc l'objectif de cette première expérience pour le certificat congolais d'échographie, c'était effectivement de lancer ce certificat avec cette première semaine de cours. L'échographie est un moyen simple, qui n'est pas onéreux et qui peut s'apprendre relativement facilement et qui permet dans le domaine de la gynécologie obstétrique d'améliorer nettement la qualité des soins qu'on peut prodiguer aux patientes. Un des médecins responsables de cet hôpital a livré ses impressions et demande à l'autorité de porter main forte à ce genre d'initiative. Nous sommes plus que heureux, c'est comme ça, nous tenons d'ailleurs à remercier ici l'ONG SIPA qui a organisé cette invitation, qui a invité les deux médecins. Nous demandons même s'il y a moyen que le gouvernement puisse soutenir pour que nous ayons beaucoup de gens qui apprennent l'échographie, qui pourront aller même servir en province. Tenez, ce certificat interuniversitaire d'échographie est la première édition dont bénéficie la RDC, particulièrement Kinshasa, dans le but d'améliorer l'expertise du corps médical congolais pour la bonne prise en charge de femmes grosses, futures mamans prêtes à donner la vie. Le monde entier va célébrer la journée internationale de l'hygiène menstruelle le 28 mai prochain à Kinshasa. Les préparatifs de cette commémoration ont débuté au siège du programme Village Asseni avec le briefing organisé le 23 mai à l'intention des journalistes. Un reportage Willy Kacha. Permettre aux chevaliers de la plume de comprendre le problème que pose l'hygiène menstruelle est une des priorités du programme Village Asseni. Ces derniers se préparent déjà à accueillir les assises de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle le 26 mai prochain. À travers ces briefings, il faut comprendre le souci du village Asseni pour la femme et jeune fille. Ces dernières sont souvent l'objet de moqueries dans la société si elles traversent leur période rouge. Les journalistes ont toujours accompagné les villages Asseni dans la vulgarisation et sensibilisation, question de permettre à la population de comprendre le bien fondé de la lutte du programme Village Asseni pour le bien de la femme. Bâton rompu, les échanges ont permis aux participants à ces briefings de formuler quelques recommandations à l'endroit des décideurs, notamment sur l'amélioration des installations hydrosanitaires. La communauté africaine célèbre le 25 mai de chaque année la journée mondiale de l'Africain. Cette journée a été initiée pour commémorer l'anniversaire de la signature des accords de l'Union africaine en vue de l'unité du continent noir. Suivez plutôt les détails dans ce commentaire de Paulin Kalamba. La journée mondiale de l'Afrique est pour célébrer l'anniversaire de la signature des accords de l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. Cette journée est une occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les pays africains. Et cette journée déclarée fériée sur l'ensemble des États membres de l'Union africaine est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains et elle représente le symbole du combat de tous les continents africains pour la libération, le développement et le progrès économique, étant donné que l'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Cependant, jusqu'à ces jours, l'entendement des pays reste très lourd, faute d'un développement économique harmonieux. La pénurie en eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. En sport, hier, fortune diverse pour les deux clubs congolais de la compétition africaine interclub de football. L'AS Club à Kinshasa pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule de la Champions League de la CAF. Les deux formations donc tombées lourdement dans la capitale face au Sud-Africain de Malobi Sundowns. 1 pour les Congolais et 3 pour les Sud-Africains. Par contre, du côté de Conakry, le tout-puissant Mazembe est allé accrocher le club local du Rouya. Un but
partout. C'est plutôt ce commentaire de Patrick Warren Moukendi sur ce match. Timoré en attaque et Mousso au milieu de terrain et chamboulé en défense, Vita Club de la RDC a été surpris de l'entame du match par Mamelodi Sundowns. Grâce à un tiki-taka, Zakri, Endurman, puis à la conclusion, la tête chauve de Lafort. En étouffant les Sud-Africains, dans les buts de faire sauter les verrous, les artificiers en chef des Dauphins Noirs ont remis les deux équipes à plat. Débordement d'Ngonda Muzinga, plateau de Tekama, Sidibé Oumar pour l'égalisation. Fort dans les duels, l'homme du match, Zakri du côté sud-africain, a profité de la perte de ballon pour enrhumer la défense congolaise et battre le portier camerounais de Vita Club, Nelson Lukang. Courant derrière les scores, tout en étant agressif, Vita Club a laissé des boulevards gigantesques. L'acte 1, Taola au-dessus de la barre transversale. Mais l'acte 2, Vilakazi n'a pas eu pitié de l'incertitude de la ligne arrière de Banambongo. Vecle battu a toutes les raisons d'y croire. Loin de l'RDC, les corbeaux du tout-puissant Mazembe ont été cueillis à froid au pays des Sili par les Guinéens de AC Oroya avec cette action ratée par Ouedraogo alors qu'il était oublié. Rumeg de la première occasion, lancé par Bafou, Francis Dupita a mis son pied en opposition de manière assez esthétique pour ouvrir le front du Nord, aidé par le mauvais alignement de l'axe du TPM. En seconde période, l'équipe locale de Oroya pouvait prendre l'avant si seulement si Sekou Kamara n'avait pas non plus raté les opportunités face à Sylvain. En vie, Mazembe mérite toujours beaucoup de respect. Mauvaise gestion des défenseurs de Oroya, décalage de Salomon en santé, super homone de Kassoussoula, Ben Malango pour les buts. Un but partout. Attention, les tenants du titre donnent déjà un signal fort. Pour la troisième journée, prévue du 3 au 4 juin, en Ligue des Champions, V-Club avec 0 points en des sorties effectuera un déplacement périlleux en Éthiopie pour affronter Saint-Georges. Et en Coupe de la Confédération, Mazembe recevra son poursuivant direct, le Sud-Africain de Sapersport United, qui sont mano à mano avec 4 points. Qui veut aller loin doit ménager sa monture, dit-on. Pour la revue de presse, sélection et commentaire, Patricia Masson. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous accompagner à ce kiosque de journaux qui n'a pas pu passer inaperçu grâce à l'affaire Clément Kankou. La prospérité titre à sa une, affaire Clément Kankou vers un débat houleux. En République démocratique du Congo, le PGR enquête. Mais pour avancer dans ce travail, il devra attendre l'autorisation du Parlement. Et là-dessus, Obamina Konjala-Djokou, le destinataire principal de sa correspondance, ne pourrait revenir à Kinshasa que vendredi 25 mai 2017. S'il n'y a pas de changement d'agenda de dernière minute, confie un de ses proches. Le journal note qu'à l'allure d'un tsunami, cette affaire Kankou a tellement secoué de cocotiers qu'elle peut faire tomber toutes les noix mûres ou pas mûres. D'ici là, le pire reste à craindre. Des rebondissements surprenants ne sont pas à exclure. Le Phare, en sa page 3, revient avec l'annonce des Nations Unies qui s'engage à faire des enquêtes personnelles. Réunis le mardi 23 mai 2017 en urgence pour examiner le dossier de fonctionnaires onusiens assassinés en marge du phénomène Kamwina Sapu, le Conseil de sécurité a rejeté de manière catégorique les conclusions de la justice militaire congolaise et la liste de suspects dressés de soins, révèle ce journal. La référence revient sur la même affaire et titre Kinshasa sur la voie du suicide collectif. Communiqué contre communiqué, enquête contre enquête, expulsion du porte-parole de la MONUSCO, la guerre semble ouverte entre Kinshasa et l'ONU qui vient de rejeter les conclusions de Kinshasa sur le meurtre contre les experts en mars dernier dans le Kasaï central. Forum des astres enchéris, saltons pour l'élu de Dibaya. Clément Kankou. Après le PGR, la CPI menace, l'élu de Dibaya se retrouve ainsi avec 2 épées de Damoclès suspendues sur sa tête. L'étau est en train de se resserrer autour du député Clément Kankou Boukassa, cité dans un article du journal New York Times, d'être impliqué dans des massacres perpétués au Kasaï central par les miliciens Kamwina Sapu. Le palmarès vient clore en titrant « Après l'annonce du procureur général de la République, le monde s'emballe. La Suède, les États-Unis et l'ONU enquêtent aussi. Les Nations Unies ont institué une commission d'enquête internationale dont les conclusions doivent être rendues à la fin du mois de juillet, en dépit de réticences de certains États, dont la Russie qui a souhaité favoriser la juridiction nationale congolaise. En attendant, le diplomate suédois au Conseil de sécurité Karl Sko a demandé à l'ONU de se mettre des options sur la table après le
le meurtre de 2 experts onusiens. Pour New York Times, les 2 experts n'étaient pas suffisamment protégés ni bien formés par les Nations Unies. Et si on se détendait un peu avec cette caricature que nous offre Forum des As? Papa, maman, j'ai entendu les gens crier Noël, Noël, où sont mes habits neufs? Mes fistons, nous ne sommes pas encore au mois de décembre. Chers amis, maintenant que papa Samy est parti, qui peut nous venir en aide? Prions pour que Dieu touche le cœur de papa Bruno pour notre cas. Maternité Monganza. Mesdames et messieurs, c'est par ici que se referme ce kiosque. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir chez vous. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à Martigues en France et partout dans le monde.